Elle avait tout. Des voitures aux noms polis, des salons qui brillaient comme des bijoux, des serviteurs qui prononçaient son prénom avec une révérence mécanique. Pourtant, dans ce luxe impeccable, Myriam gardait un vide que ni soie ni or ne pouvaient combler. Quand elle regardait par la baie vitrée du penthouse, la ville étalée comme une carte brillante sous la nuit, elle ne voyait que sa propre absence. La fille d'un homme puissant qui ne savait pas comment la retenir autrement que par des règles, des alliances et des contrats. La décision ne fut pas un éclair. Ce fut une série de petites résistances accumulées. Une robe trop serrée, une conversation où son futur avait été négocié comme un lot immobilier, un baiser posé comme une signature. Elle fit ce que personne n'attendait d'elle. Elle prit ce qui tenait vraiment à son cou. Un médaillon d'argent, léger, trop usé pour être de haute joaillerie, et une petite valise qu'elle remplit de vêtements simples, d'un carnet et d'un souffle de courage. Elle quitta l'appartement au petit matin, sans promesse de retour. La première fois qu'elle franchit la porte de la cantine, elle eut l'impression d'avoir atterri dans un autre monde. Le béton, les nappes plastiques, la rumeur humaine, tout était brut et réel. Une odeur cuivrée de charbon et d'épices monta vers elle. Souya grillée, oignons qui caramélisaient, piments qui chuchotaient. Maman Kumba, la femme au tablier trop large, la regarda comme si elle reconnaissait derrière les lunettes de la ville un regard fatigué d'avoir trop regardé la lumière. « On a toujours besoin de mains », dit-elle sans poser de jugement. Sa voix avait la fermeté d'un pilon et la chaleur d'un bouillon qui tient au corps. « Si tu peux tenir une assiette et sourire, tes premiers jours seront payés en paroles. Après, on verra. » Myriam apprit à sourire sans s'éteindre. Au début, elle cassait des assiettes, renversait des sauces, oubliait des commandes, et chaque maladresse lui coûtait un regard désapprobateur de Zara, la serveuse qui connaissait tout le quartier, et un rire sec de Moussa, le jeune cuisinier qui aimait taquiner pour alléger le service. Mais il y eut aussi des petites victoires. Un plat posé sans trembler, un client qui retourna la tête pour la remercier, une poignée de pièces glissée dans sa poche à la fin d'un service. Elle apprit la cadence du lieu, l'art de tenir 4 assiettes d'une main, l'équilibre du plateau, la manière d'allumer la conversation et de la laisser partir avant qu'elle ne devienne lourde. Au milieu de cette vie qu'elle n'avait jamais imaginée pour elle-même, il y eut Kamza. Il n'était pas beau dans le sens que le monde lui assignait, pas de costume, pas de montre voyante, mais il y avait dans ses mains quelque chose de précis et d'honnête. Des mains d'ouvriers qui devinèrent les problèmes d'une vieille voiture avant qu'on les nomme. Myriam le rencontra par hasard, en portant 2 bols trop chauds sur le comptoir. Il tenait un vieux moteur sur un banc, un sourire discret sur le visage, quand il la regarda presque comme si elle était un phénomène naturel. « Tu es nouvelle ?» dit-il simplement. Ses yeux avaient la couleur de l'huile propre, sombre et concentrée. Ils parlèrent de tout et de rien. Il lui expliqua, sans prétention, la différence entre un carburateur qui respire et un qui suffoque. Elle parla peu de sa vraie vie, choisissant des phrases floues sur une autre ville et des histoires compliquées. Il l'écouta sans curiosité imprudente, comme si ce qu'elle cachait était sacré et ne demandait pas à être fouillé, seulement respecté. Les journées passeront en répétition et en petits instants de grâce. Myriam apprit à reconnaître les visages du quartier, le vieil homme qui buvait son café au même coin tous les matins, les enfants qui couraient en riant, la marchande de légumes qui la regardait avec suspicion avant de la saluer. Elle gagna des amis, surtout Maman Kumba, qui, un soir, après que la cantine eut fermé ses portes et que le silence rendit les surfaces plus nettes, posa une main solide sur son épaule. « Tu as quitté quelque chose, » dit-elle. « Mais pour construire, il faut d'abord sentir le sol sous tes pieds. Reste, montre que tu peux tenir. » C'est alors que Myriam commença à rêver d'assembler quelque chose de tangible. Kamza parlait souvent d'un atelier. On pourrait réparer les motos, les vieilles voitures, remettre en marche les choses que les gens jettent. Ses yeux brillaient quand il disait « on ». Elle sentit pour la première fois la possibilité d'un « nous » qui n'était pas un projet signé par d'autres, mais une construction à 2 mains. Ils économisèrent en silence, en achetant des pièces d'occasion, en rassemblant du métal, en fouillant un vieux garage pour trouver ce qui pourrait devenir la base d'un atelier. Le quartier se prit à croire en eux. Moussa leur apportait parfois un outil inutilisé,
Zara leur trouvait une vieille étagère, Maman Kumba leur offrit la première clé à molette qui grincerait moins quand Kamza rirait en la redressant. Mais le passé n'était jamais loin. Des bruits arrivaient parfois au dehors, comme des rafales. Un message abrupt qui traversait le téléphone qu'elle avait juré d'abandonner, un nom murmuré par un inconnu observant plus que de raison, la silhouette d'une voiture bien trop propre arrêtée devant la cantine plus d'une fois. Kadim, son père, n'était pas un homme qui aimait perdre sa trace. Il avait des conseillers pour cela. Il avait des moyens. Et même si Myriam avait quitté les bras dorés d'une existence ordonnée, elle savait que sa fuite était une question, plus que d'une réponse. Elle devint, à son insu, un aimant pour les questions que son départ posait. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait une table encore chaude, elle reçut une lettre glissée sous la porte du fond, adressée à Myriam. Elle crut d'abord à une erreur, puis reconnut l'écriture. La ronde hésitante d'un secrétaire, la ponctuation trop nette. L'enveloppe contenait un message bref. Rendez-vous dans la vieille maison familiale, à la suite d'un incident administratif. Une clé jointe, sans explication. Une voix d'encre qui disait « Il y a des affaires à régler ». Elle n'y alla pas sans peur. Le quartier murmura son nom avec une curiosité nouvelle. Certains pensèrent qu'elle revenait pour profiter d'une trêve. Mais la vérité était plus compliquée. Elle voulait fermer une porte pour mieux en ouvrir une autre. Elle voulait savoir s'il restait quelque chose d'elle-même dans la maison qu'on avait repeinte sans tenir compte des fissures. La vieille maison n'était pas le penthouse. C'était un espace plus intime, moins décoré de la nécessité d'impressionner. Quand elle entra, une odeur lui monta. Une odeur ancienne, de bois lavé, de poudre de talc et d'un parfum doux qui lui sembla à la fois familier et lointain. La chambre de sa mère n'avait pas été touchée depuis son départ. Il y eut d'abord la sensation d'être observée par des objets qui avaient vécu sans elle. Une chaise recouverte d'un châle, un miroir un peu terni, des papiers empilés comme des couches de mémoire. Elle trouva la boîte sans chercher longtemps, un coffret en bois patiné, caché sous la doublure d'un tiroir, fixé par des clous qui semblaient vouloir garder un secret. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photos jaunies, un petit morceau de tissu et, enfoui au fond, un carnet relié de cuir, usé sur les bords comme s'il avait été caressé souvent. Le carnet n'avait pas d'étiquette. Myriam le prit comme on prend une chose fragile, et quelque chose dans sa poitrine se resserra. Elle s'assit au bord du lit, la lumière tombant en trapèze sur le carnet, et l'ouvrit. Les premières pages étaient des mots simples, une écriture penchée, parfois interrompue par une rature. C'étaient des fragments d'une vie avant le silence. Extrait du carnet, feuillet trouvé. Si tu tiens ce livre entre tes mains, c'est que les horloges ont tourné plus vite que je n'osais l'espérer. Je n'ai pas su te garder loin des complications. J'ai seulement su te laisser des traces. Si un jour tu choisis la route qui t'a conduite vers ce peuple que tu aimes maintenant, sache que je ne te juge pas. Mais il y a des choses que je dois t'expliquer. Il y a, quelque part, une clé à ce que j'ai fait. Trouve-la seulement si tu es prête à porter le poids qui vient après. Ces quelques lignes la frappèrent comme une main. La voix de sa mère, à la fois proche et éclatée par le temps, lui disait de chercher, mais aussi de se préparer. Il y avait dans ce ton une mixture de regret et d'exigence maternelle. La certitude qu'une vérité devait être méritée pour ne pas devenir un fardeau. Elle lut encore, mais se retint. Le carnet s'ouvrait en témoignage, mais aussi en promesse de devoir. Myriam sentit l'air autour d'elle plus dense, comme si les meubles retenaient leur souffle. Elle comprit que ce carnet n'était pas un simple journal intime. C'était une carte, et peut-être, une clé pour quelque chose de plus grand que la colère d'un père ou l'héritage qu'on lui avait imposé. Le retour avec le carnet se fit dans la précipitation douce d'une mission secrète. Elle remit le livre dans sa valise, le pressa contre elle comme pour le protéger d'un monde qui l'aurait réduit en morceaux. Sur le chemin du retour, les images se superposèrent. Le visage de sa mère, lumineux parfois, absent parfois, la main de Kadim, ferme mais souvent distante, la cantine qui l'attendait, où Maman Kumba lui confierait certainement des conseils comme autant de couvertures. Les jours suivants furent partagés entre la routine du travail et la lecture volée, page après page, dans l'intimité d'un lit qui n'était pas le sien. Chaque phrase était une lame polie qui coupait un peu de l'ignorance,
une phrase qui déplaçait des pièces d'un puzzle dont elle n'avait perçu que le contour. Sa mère y parlait de choix, de sacrifices, de moments où l'amour avait été soumis à des nécessités. Elle évoquait un passé antérieur à Kadim, des terres qu'elle avait connues, des hommes qu'elle avait aidés, et, parfois, des décisions prises en secret pour assurer à sa fille quelque chose qu'elle ne voulait pas confier aux mains froides du pouvoir. Kamza la vit changer. Il remarqua que ses silences n'étaient plus seulement des retraits, mais des chemins intérieurs qu'elle empruntait puis quittait. Un soir, après avoir fait tourner un vieux moteur qu'on leur avait donné pour réparer, il lui demanda doucement « Tu lis quelque chose qui te trouble ?» Elle secoua la tête, essaya de sourire, mais il sut. Les yeux des hommes qui travaillent avec leurs mains ont souvent cette honnêteté. Ils lisent ce qui n'est pas dit. « C'est compliqué, » admit-elle enfin. « Ma mère, elle a laissé des choses. Des mots que je n'attendais pas. » Il ne posa pas de questions qui pousseraient. Il l'écouta, simplement, et ce silence fit plus pour elle que n'importe quelle explication. Il ne chercha pas à résoudre. Il offrit un espace où se tenir. La tension monta à mesure qu'elle feuilletait. On sentait derrière les pages la volonté d'une femme qui avait vécu à parts multiples, une mère qui avait aimé, qui s'était adaptée, qui avait puisé des ressources en silence. Parfois, Myriam tombait sur des noms, des lieux, parfois, seulement sur des émotions exprimées avec une honnêteté qui lui était jusque-là étrangère. Il y eut un passage où la mère évoquait, presque en riant, une erreur qu'elle avait faite. Une promesse donnée à un ami, une somme mise de côté sous un plan qu'elle n'avait pas le courage de nommer. Elle confiait sa peur de blesser, mais aussi l'irrépressible besoin de protéger. Quand elle atteignit une page où la main semblait avoir tremblé plus fort, Myriam sentit le monde se rétrécir. Les mots suivants étaient écrits avec une insistance qui sonnait comme une consigne. Extrait du carnet, suite. Pour toi, j'ai mis de côté plus que des mots. Si tu veux ce que j'ai commencé, ne viens pas en mendiant. Viens avec une volonté intacte et une preuve que tu sais ce que veut dire travailler pour les autres, que tu acceptes la responsabilité. Si tu choisis l'argent comme une victoire personnelle, il te dévorera. Si tu le choisis comme une arme pour rendre à ceux qui ont donné trop peu, il pourra devenir lumière. Le sens n'était pas entièrement dévoilé, pas encore. Mais l'intention était claire. Il existait un legs, lié au nom de la mère, assorti d'une condition morale. Myriam sentit pour la première fois la possibilité d'un héritage qui n'aurait pas les mêmes marques que l'empire de son père. Un héritage qui ferait appel à quelque chose d'autre que la simple accumulation. Ce fut alors que la vie frappa de nouveau à sa porte. Un message bref, à peine poli, d'un homme qu'elle reconnut comme un des conseillers de son père. « Nous avons des comptes à régler. Revenez pour votre entretien. » La lettre n'était pas une invitation. Elle était une convocation, une tentative de ramener le flot là où il avait été arrêté. Myriam se sentit prise entre deux pressions. Celle de la maison où elle était née, qui voulait la ramener sous un carcan, et celle de la cantine et du garage, ces lieux qui lui apprenaient la valeur des gestes concrets. Elle pensa à Kamza, à la façon dont il replaçait doucement un boulon, à Maman Kumba qui, sans savoir, l'avait formée à l'endurance du présent. Elle ne savait pas encore à quoi serviraient les mots de sa mère, ni comment les traduire en actes. Mais quelque chose de crucial venait d'être semé. L'idée qu'un héritage pouvait être autre chose qu'un coffre fermé. Et que l'on pouvait hériter non seulement d'argent, mais d'un devoir. La nuit où elle décida d'apporter le carnet à Kamza pour qu'il le lise avec elle, la cantine était fermée. Ils s'assirent sur le trottoir, les mains tachées d'huile et d'épices, à s'éclairer d'une petite lampe. Elle lui tendit le carnet, et il en tourna les pages avec la délicatesse d'un homme qui respecte les reliques. « Si c'est vrai, » murmura-t-il en relevant la tête, « alors tu as une lourde décision devant toi. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, la rue fut troublée par un bruit rare dans leur quartier. Une voiture au moteur trop lisse qui s'arrêta, clignotant discret, et deux silhouettes qui descendirent. Elle n'avait pas l'air de simples curieux. Un frisson court le long de son dos, la même sensation qu'elle avait eue au Pantouz en regardant par la fenêtre. Le monde de l'argent qui venait toucher son bord de ciel sans demander si elle y était préparée. Elle serra le carnet contre sa poitrine.
Le moment qu'elle craignait ne la prit pas par surprise, car depuis sa fuite, elle savait que tout pouvait la rattraper. Mais elle ressentit, pour la première fois, que ce qui la poursuivait ne cherchait pas seulement à la reprendre. Il cherchait à posséder ce qu'elle pourrait devenir. Elle se leva, lentement, et se prépara à faire face à ce qui venait. Le carnet, fermé, pesait plus lourd qu'il n'aurait dû. Les mots de sa mère luisaient encore dans sa tête, une promesse et une exigence. Elle ne savait pas quel prix on attendrait d'elle, ni jusqu'où Kadim irait pour reprendre ce qu'il croyait lui revenir naturellement. Mais une chose était claire. La découverte du carnet venait d'ouvrir une porte dont elle n'aurait peut-être jamais le choix de refermer. Et au moment où la silhouette d'un homme en costume approcha, où la voix qui l'appelait portait cette hésitation calculée d'un monde auquel elle avait jadis appartenu, Myriam sut qu'elle devait décider. Garder l'atelier comme un rêve fragile, fuir encore, ou se tenir debout et affronter l'héritage que sa mère avait laissé, à la fois comme un cadeau et comme un fardeau. La silhouette se détacha sous le réverbère, costume sombre, démarche calculée. L'homme s'approcha avec la retenue d'un messager entraîné à ne pas déranger l'ordre des choses. Myriam sentit son cœur battre comme un moteur mal réglé. La cantine semblait soudain plus petite, plus fragile, comme si toutes ses coutumes s'étaient rassemblées derrière elle pour lui offrir une protection imparfaite. « Mademoiselle Myriam » dit l'homme, voix polie, sans chaleur. « Monsieur Kadim demande à vous parler demain. Il souhaite clarifier des choses. » Il y eut cette façon, chez certains envoyés, de transformer une exigence en une faveur. Myriam sut qu'elle avait le choix, retourner se soumettre à des questions qu'on poserait comme on signe des contrats, ou refuser et courir le risque d'une escalade. Elle pensa à la lampe qui tremblait dans leurs mains ce soir-là, à la douceur confiante avec laquelle Kamza avait tourné les pages du carnet, à la promesse maternelle qui pesait désormais sur sa poitrine. Elle repensa surtout aux mots. « Si tu choisis l'argent comme une victoire personnelle, il te dévorera. » Elle ferma la main sur le carnet dans sa poche. « Dites-lui que je viendrai, » répondit-elle, et sa voix ne trembla pas. C'était la vérité la plus simple. Elle irait, mais elle n'irait pas seule. Elle n'irait pas sans avoir préparé ses raisons, sans avoir rassemblé ceux qui, dans le quartier, méritèrent d'entendre que cette histoire ne concernait pas seulement un nom. Le lendemain, avant l'heure convenue, elle se rendit à l'atelier improvisé, à ce lieu où les pièces récupérées se recomposaient en promesses. Les premières heures du matin avaient ce goût d'huile et de métal frais. Les musiques des radios voisines se mêlaient à l'écho des outils. Kamza était déjà là, debout, les mains pleines de cambouis, regard fixé sur un vieux cadre qui attendait de retrouver une vie. Il ne fit pas de remarque quand elle posa le carnet sur la table. Il savait que le moment approchait. Il proposa d'aller avec elle. « Si c'est ton père qui t'attend, tu n'as pas à y aller seul, » dit-il d'un ton simple mais ferme. Ils partirent ensemble, non pas vers le Penhouse, mais vers la maison où Myriam était née. Un lieu plus bas, aux murs moins étincelants, plus proche des fissures qui avaient aidé la mère à respirer. Kadim était là, sans costume flamboyant, comme si la rencontre devait se dérouler à découvert afin de ne pas alimenter de rumeurs inutiles. Ses traits, quand il vit Myriam, se creusèrent, non pas d'une colère pure mais d'un mélange complexe. Surprise, fatigue, une forme d'affliction. « Myriam » commença-t-il, et sa voix chercha sa fille dans la pièce comme un homme qui a perdu une carte et demande à ce qu'on la lui rende intacte. « Tu es revenue » Elle lui tendit le carnet sans le regarder. Elle avait décidé d'entrer dans cette réunion avec une stratégie. Lire, montrer, exiger. Le carnet demeurait sa seule autorité incontestable, le dernier témoignage direct d'une femme qui avait choisi à sa façon d'intervenir dans le temps après sa mort. Kadim prit le carnet avec des doigts qui ne tremblaient pas, mais qu'on sentait incertains. Il lut en silence. Les mots de la mère glissaient sur lui comme une pluie qui révèle des empreintes qu'on n'avait jamais voulu regarder. Quand il releva la tête, ses yeux, reflétant un mélange d'incompréhension et d'un passé lourd, ne dirent non rien sur le visage qu'il avait coutume d'offrir au monde. « Tu savais » dit-il finalement, et sa phrase était à la fois accusation et aveu. Myriam le fixa. Elle avait attendu ce moment. Une confrontation où l'absence deviendrait une présence parlante.
Je ne savais pas tout, répondit-elle. Je savais des silences, des noms murmurés. J'ai trouvé ce carnet. Maman y parle d'un héritage dont elle voulait que la communauté bénéficie si jamais j'apprenais à tenir ma propre vie. Le visage de Kadim se ferma en une ride. Il se força à expliquer, non pas pour se disculper, mais pour faire sentir son propre poids. Ta mère, elle et moi, nous n'avons pas toujours été capables de nous accorder. J'ai fait des choses pour protéger notre nom, pour assurer un avenir qui ne ferait pas honte. Peut-être que, dans ce souci, j'ai voulu tout contrôler, y compris ce que je croyais être la meilleure manière de pourvoir à toi. Il y eut, dans ses paroles, une confession maladroite. L'idée d'un homme qui avait cru ranger l'amour dans des boîtes administratives pour éviter les imprévus. Myriam sentit en lui la même peur qui l'avait poussé à fuir. La peur de perdre contrôle, de perdre le récit qu'on a bâti. « Pourquoi ne pas m'en avoir parlé ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas une question formulée pour être cruelle. Elle cherchait seulement la vérité, en espérant que la vérité lui rendrait la possibilité de choisir. Kadim hésita. « Parce que je pensais savoir. Je pensais que te protéger signifiait décider. Et puis, je ne comprenais peut-être pas tous les espaces où tu avais besoin de respirer. J'ai confondu autorité et affection. » La pièce resta suspendue à cette confession. Myriam sentit que la cause de leur souffrance n'était pas une seule action, mais une série d'incompréhensions rassemblées pendant des années. Elle se rappela les soirées froides du salon familial, la façon dont ses opinions étaient traitées comme des accessoires. Elle se rappela aussi l'homme face à elle, moins invulnérable qu'elle l'avait imaginé. Elle tourna les pages du carnet et tomba, pour la 3e fois depuis son départ, sur un passage qui changea la portée de la conversation. C'était un extrait clair, une instruction bercée d'une tendresse exigeante. Extrait du carnet, 3e et dernier passage. « Si tu trouves ce carnet, c'est que nous sommes au point où les routes se croisent. J'ai mis de côté non pour te doter d'un luxe, mais pour te confier une responsabilité. Il y a des documents scellés chez une vieille avocate que nous connaissons tous deux. Une femme de confiance. Elle gardera ma volonté. Mais ce qui compte n'est pas un coffre, c'est ce que tu décideras d'en faire. Si tu choisis de garder ce nom sans rien changer, l'argent n'apportera que nouveaux murs. Si tu choisis de l'utiliser pour bâtir un atelier, une cantine, des bourses, fais en sorte que ce soit gouverné par ceux qui connaissent la rue. Demande à ce que Maman Kumba, Kamza, Zara et un représentant des jeunes en fassent partie. Je veux que ton héritage soit un outil, pas une couronne. Si tu acceptes, accepte en sachant que le poids t'accompagnera et que tu ne le lâcheras jamais. » Les mots posèrent une force sur la table comme un défi. Kadim les regarda, puis leva les yeux vers Myriam avec une émotion sincère. Elle m'a demandé de... Il chercha ses mots. D'assurer sa volonté. Mais j'ai aussi eu peur. Peur que tout s'écroule si je n'avais plus le contrôle. Myriam sentit alors l'ampleur du dilemme. L'héritage n'était pas une promesse simple. C'était un pacte moral. Sa mère avait prévu la possibilité qu'elle hésite, qu'elle cède au confort du non, au poids des attentes. Elle l'avait mise, en quelque sorte, devant le choix qui forge un adulte. « Je veux voir ces documents », dit-elle, et sa voix, si jeune encore, avait trouvé une assise. « Je veux que ce soit transparent, et je veux qu'on établisse une structure qui respecte les gens d'ici, pas quelqu'un qui décide depuis un salon. » Kadim resta silencieux, ses doigts jouant avec une cigarette qu'il n'alluma pas. Il n'était pas homme à céder facilement, mais il n'était pas non plus capable de mentir sur le vide qu'il habitait. « Si c'est la volonté de ta mère, » dit-il enfin, « je ferai ce qu'il faudra. Mais permets-moi d'être présent. Je suis ton père. Je n'ai pas su l'être autrement. » Il y avait dans cette main tendue quelque chose de maladroit, mais réel. Myriam sentit que, pour la première fois, elle était en position d'exiger non pas une capitulation, mais un partage. « Être présent ?» répondit-elle. « C'est bien mieux que contrôler. Mais ma présence et la tienne ne seront pas interchangeables. » Les jours qui suivirent furent une succession de conversations prudentes. Myriam déclara qu'elle irait rencontrer l'avocate mentionnée par sa mère, une femme à la réputation sobre, qui travaillait haut, du-delà des éclats et des rumeurs. Le professionnalisme de la vieille avocate neutralisa d'emblée les tensions.
Il s'agissait moins d'un procès que d'une mise en scène de volonté. L'avocate confirma ce que le carnet laissait entendre. La mère avait déposé une lettre, accompagnée de documents, rédigés en termes clairs mais laissant la marge de manœuvre nécessaire. Il existait, effectivement, des actes et une somme affectés à un projet communautaire, à rendre accessible si Myriam acceptait de prendre la charge. Les mots de la loi n'étaient pas le cœur de l'affaire ici. Ce qui importait, c'était la délivrance symbolique. La mère avait voulu que sa fille prenne position. Kadim, pour sa part, ne fut pas un ennemi vaincu. Il essaya d'orienter la conversation vers une lecture qui l'arrangeait. « Si tu veux ton indépendance, nous trouverons des garde-fous. » Myriam comprit que sa présence réelle importait, non pas pour réduire l'héritage, mais pour légitimer le récit que Kadim se racontait sur lui-même, celui d'un protecteur. Elle accepta de l'impliquer, à condition que la gouvernance soit partagée avec la communauté. Kamza eut, quant à lui, une période d'incertitude plus visible. La présence d'une somme importante change l'écosystème de petites choses qui avait dit fait naître l'atelier. Il craignait la disparition des heures où l'on devait se débrouiller, où chaque pièce gagnée valait son sang. « Et si ça nous change ?» lui dit-il un soir, les yeux dans le vague. « Et si on devient ce qu'on disait vouloir fuir ?» Myriam prit le temps de répondre, non pas pour le convaincre sur le plan moral, mais pour bâtir une stratégie concrète. Elle proposa la création d'un comité de gestion composé de membres du quartier. Maman Kumba pour la cantine, Zara pour la logistique quotidienne, Moussa comme voix des artisans, Kamza pour les aspects techniques et elle-même pour la vision générale. Elle demanda aussi qu'un petit groupe de jeunes apprentis soit formé et qu'une ligne budgétaire soit dédiée à des micro-prêts pour ceux qui voulaient démarrer un projet. Kamza resta silencieux, puis finit par hocher la tête. « Si tu assures que les décisions se prennent ici, pas au téléphone d'un homme qui ne connaît pas le nom de nos ruelles, d'accord. » Le poids du choix pesait toujours. Myriam le savait. Accepter l'argent signifiait assumer des attentes, des regards, des jugements. Refuser serait une réponse noble mais risquée. Elle savait que son refus pourrait fermer définitivement la possibilité d'un soutien réel pour ceux qu'elle aimait. Elle se rappelait la ligne de sa mère. Si tu choisis de l'utiliser pour bâtir, fais en sorte que ce soit gouverné par ceux qui connaissent la rue. Il fallut organiser une assemblée du quartier. Myriam avait la peur du débat public, mais elle comprit que la transparence était la clé. On se rassembla sous la grande varangue de la cantine, le soir où les réverbères jetaient une lumière tiède. On apporta des chaises, des tasses, des voix. Maman Kumba prit la parole la première, les mains dans le tablier, comme si elle tenait les fils d'un monde plus vaste que lui. « Les papiers sont là, » dit-elle lentement. « Si la fille de la rue veut que l'argent serve à la rue, qu'elle le dise. Nous ne voulons pas de promesses d'en haut. Nous voulons des outils. » Les voix montèrent, certaines enjouées, d'autres méfiantes. Un voisin craignit la bureaucratie, un autre, la récupération. Mais la majorité fusait vers une espèce d'espérance mesurée. Ils souhaitaient la reconnaissance concrète d'un projet durable. Myriam parla. Elle leur lut, à voix haute, les extraits du carnet, et dit, avec la simplicité qu'elle apprenait à manier, « Ma mère a posé une condition. Elle n'offre pas une couronne, elle propose un outil. Je veux le prendre. Avec vous, pas pour vous. » Il y eut des larmes, des rires, des fulgurances d'admiration. Plus d'un regard se tourna vers Kadim, présent mais discret. Il sentit la chaleur de la communauté qu'on lui avait appris à ignorer. Pour lui, l'enjeu n'était plus seulement l'argent, c'était l'idée qu'il avait d'une famille. Était-ce un monopole qu'on conservait par peur, ou un lien que l'on pouvait ouvrir sans se perdre? La décision fut prise de former une structure légère, une charpente de gouvernance simple. Les détails furent discutés sans grandiloquence. Qui signerait quoi? Quels seraient les objectifs premiers? L'atelier, la cantine, des bourses d'apprentissage. Myriam proposa également l'idée d'un fonds de secours pour les petites urgences du quartier. Pour une jeune mère, pour la réparation d'un toit, pour une formation. Quand tout ceci fut mis à plat, Kadim prit une décision qui surprit les plus cyniques. Il accepta de confier l'argent, non pas à un homme d'affaires, mais à une caisse gérée par le comité. « Je veux voir que ta mère avait raison, » dit-il. « Je veux aussi apprendre à être un père autrement. » Son geste n'effaçait rien du passé.
Mais il ouvrait une fenêtre par laquelle la réconciliation pouvait entrer. Myriam sentit, au moment où les signatures furent apposées sur les documents, des feuilles sobres attestant de la mise à disposition des fonds, que tout restait fragile. L'argent était une promesse. La promesse devait être tenue chaque jour. La transformation commença par l'atelier. Les premiers mois furent laborieux. Livraison de matériel, recrutement d'apprentis, mise en place d'un planning de formation. L'atelier devint un lieu d'apprentissage technique, mais aussi d'échanges humains. Myriam apprit à parler de budget et de partenariat sans y perdre la poésie qui l'habitait. Kamza donna son savoir avec une fierté nouvelle. Maman Kumba transforma la cuisine de la cantine en lieu de rencontre pédagogique pour les jeunes mamans, leur apprenant à cuisiner pour un petit budget. Il y eut des résistances. Le nom de Kadim, brandi par certains, alimenta des murmures. Elle reçoit de l'argent d'en haut. Ce n'est pas juste. Myriam sut qu'il fallait accueillir ces voix et répondre par des actes, pas par des discours. Elle se rendit personnellement chez ceux qui doutaient, écouta leurs peurs et proposa des solutions transparentes pour expliquer chaque dépense, chaque décision. Elle multiplia les réunions ouvertes, les comptes rendus simples écrits sur un tableau à la cantine. La transparence fut la meilleure antidote aux soupçons. Peu à peu, l'atelier prit une forme. Des bancs d'apprentissage, une salle de formation, un petit fonds d'outils accessibles aux apprentis. On offrit des sessions gratuites aux jeunes qui voulèrent se former, des contrats de réparation à prix social pour ceux dans le besoin. Les premiers apprentis qui avaient appris en regardant passèrent à toucher et comprendre. Ils découvrirent le pouvoir des gestes et l'estime que donne un outil bien tenu. Kamza, qui d'abord avait gardé une réserve, se révéla comme le pilier technique. Il trouva dans la transmission un plaisir qu'il n'avait pas su nommer auparavant. Myriam, dans le rôle de coordinatrice, apprit que diriger ne consistait pas à ordonner, mais à orchestrer les talents. Leur relation forgée dans l'huile et les nuits de travail se renforça. Les tensions qui avaient vu le jour ne disparurent pas, mais elles s'adoucirent au fil d'un engagement commun. Et Kadim? Il apprit aussi. Au début, il fut maladroit. Il avait du mal à accepter le fait que l'on parle librement dans la cantine, que l'on questionne, que l'on prenne des décisions hors de ses murs. Mais il vint plus souvent que prévu. Il resta parfois dans l'ombre, observant, allant et venant sans toujours intervenir. Quand il parlait, il cherchait d'autres mots que ceux du pouvoir. Il évoquait des souvenirs, des choses simples comme une musique qu'il avait entendue autrefois, une main qu'il regrettait de n'avoir pas toujours tenue. Les rencontres avec des habitants le firent vaciller dans ses certitudes, puis le firent grandir. Un jour, une jeune fille de la rue, qui avait suivi les premières séances de réparation, remit à Myriam une petite pièce qu'elle avait faite elle-même. « Pour toi », dit-elle, timide mais fière. Ce présent, dit Myriam plus tard, valait plus que n'importe quel bijou qu'on lui ait offert au penthouse. Elle comprit que la vraie mesure d'un héritage n'était pas dans ses zéros, mais dans la manière dont il servait à multiplier des vies. Pourtant, tout ne fut pas un long fleuve tranquille. L'un des anciens conseillers de Kadim, un homme d'affaires qui voyait d'un mauvais œil la fuite d'une partie de l'emprise patrimoniale, tenta de jeter le doute. Il murmurait que l'argent servirait à blanchir des affaires ou à entrer dans des sphères politiques. Ces rumeurs, lancées parmi des alliances grises, gênaient. Le comité dut répondre par des comptes rendus stricts, par la publication d'un rapport simple mais précis, par des réunions publiques. Myriam prit la responsabilité de faire la clarté, non pas pour plaire aux puissants mais pour protéger la crédibilité du projet. Les moments difficiles révélèrent la solidité des relations. Quand un incendie mineur ravagea la remise où étaient entreposés des outils, le quartier entier se mobilisa. On apporta des seaux, des planches de fortune, des mains. Kadim, lui-même, se trouva à porter une pelle aux côtés des plus jeunes. Ce jour-là, la distance qui avait existé entre son monde et celui de la rue se réduisit. Elle ne disparut pas, mais elle se pacifia. La transformation la plus profonde fut intérieure, en Myriam. Être celle qui avait à la fois souffert d'un privilège et qui décidait de le convertir en service l'obligea à une honnêteté quotidienne. Elle apprit à dire non quand une proposition menaçait l'autonomie du projet, à écouter quand une idée venait du quartier, à reconnaître ses erreurs. Elle comprit aussi que le pouvoir n'était pas un don qu'on reçoit et garde,
C'était une responsabilité qui se cultive. Sa relation avec Kadim prit une forme nouvelle. Ce ne fut pas une réconciliation totale, ni une génération de confettis. Ce fut des conversations longues où ils acceptèrent d'être incomplets. Parfois, il revenait avec un cadeau qui semblait maladroit. Parfois, elle lui offrait un repas préparé par la cantine pour lui montrer la chaleur qui existait ailleurs. Il apprit à écrire de petites notes, des mots de soutien, qui, au début étranges, devinrent des ponts. Les journalistes vinrent, comme font parfois les saisons, pour attraper une image et repartir. Certains cherchèrent le spectacle du milliardaire ayant perdu sa fille, ou celui d'une héritière qui sauve un quartier. Myriam eut le réflexe de dire peu. Elle préférait que les faits parlent. Elle invitait toujours la caméra à filmer les apprentis, pas la signature du chèque. Elle orientait les questions vers les formations, pas vers le passé. L'atelier, quelques mois après son inauguration officielle, devint un lieu de réinvention. On y enseignait le métier, on y forgeait des pièces pour des vélos, on réparait des moteurs, on façonnait des serrures. On y apprenait aussi des petits métiers. Comment tenir un livre de compte, comment faire une facture, comment présenter un service. La cantine offrit désormais des repas à prix réduit pour les apprentis, et Maman Kumba organisa des ateliers sur la nourriture saine et économique. Myriam et Kamza se marièrent un an plus tard, non pas dans un grand salon doré, mais au centre communautaire, entre les tabourets et les outils. Leur union fut simple, rythmée par des chants du quartier, des plats partagés, des mains entremêlées. Kadim fut présent, il pleura, discrètement, comme un homme qui tenait enfin, sans artifice, à la joie de sa fille. Ce n'était pas la fin des histoires passées, mais un avancement dans la route commune. Il y eut bien sûr des moments où Myriam douta encore. Elle se réveillait parfois la nuit, le carnet posé à côté d'elle, et relisait une phrase pour se rappeler qu'elle avait choisi non pour s'excuser mais pour construire. Les paroles de sa mère lui revenaient souvent, comme un fil qui ne la laisserait jamais tomber. La petite fondation prit une existence propre. Quelques projets de micro-entreprise virent le jour, des bourses permirent à des jeunes d'apprendre un métier, et l'atelier devint un point d'accueil pour ceux qui voulaient comprendre comment réparer avant de jeter. Le nom de la mère fut honoré non par des statues mais par des gestes. Un carnet de formation offert, une plaque discrète sur le mur de la cantine, des sourires partagés. Un jour, Myriam trouva dans la dernière page du carnet une note finale écrite d'une écriture plus tremblée, moins soignée, mais plus urgente. Elle lut, à voix basse, la phrase qui semblait clore un pacte, mais ouvrir une promesse. Extrait du carnet, postface, note finale. Si tu as lu jusqu'ici, c'est que tu as accepté la lourdeur et la beauté de ce qu'être responsable veut dire. Ne cherche pas à tout contrôler. Cherche à rendre capable. Là où tu redonnes des outils, tu redonnes la dignité. Là où tu apprends à compter, tu apprends à survivre. Je t'aime d'un amour qui ne peut être ni prouvé ni vendu, seulement transmis. Si tu réussis à apprendre cela, alors mon héritage aura vécu. La phrase fut un baume et une responsabilité. Myriam la glissa dans sa poche, comme on garde une clé. Elle comprit que l'héritage avait, depuis le début, été construit pour être un instrument de liberté et non une cage. Elle sut aussi que la vraie difficulté résiderait dans la capacité à faire durer ce modèle. Chaque génération pourrait bien décider autrement. Les années passèrent avec la nonchalance des saisons compliquées. Le quartier connut des jours de prospérité modérée et des nuits de lutte. L'atelier continua d'être un lieu où l'on se retrouvait pour réparer ce qui était cassé, mais aussi pour apprendre à rebâtir. Myriam vit des jeunes entrer en apprentissage et repartir le sourire aux lèvres, un métier dans la poche et la confiance en plus. Elle vit des familles qui, grâce au fonds d'urgence, eurent un toit réparé, un frigo remplacé, une rentrée scolaire assurée. Elle vit Kadim se prêter parfois aux tâches les plus humbles, réparant une chaise ou apportant un sac de riz à la cantine lors des fêtes. La réconciliation ne fut jamais parfaite. Il restait des regards froids, des jalousies, des souvenirs non dits. Mais l'air avait changé. La fierté d'un lieu autogéré se lisait dans les gestes. Myriam sut que sa mère avait eu raison en choisissant d'investir dans des bras et des têtes plutôt que dans des murs. Un soir, au crépuscule, alors qu'elle fermentait une idée pour un nouveau programme d'apprentissage,
Myriam se rendit devant la vieille maison, prit le carnet et le posa sur le rebord de la fenêtre. Elle regarda la rue qui avait tant donné et reçu. Kamza vint à ses côtés, silencieux et présent. « Tu as bien fait, » dit-il, simplement. Aucun triomphalisme inutile. Juste la reconnaissance d'un chemin partagé. Myriam ferma les yeux un instant et pensa à toutes les vies qui avaient fait ce qu'elle était devenue. Elle pensa à sa mère, à ses mots laissés comme des balises, à Kadim et à son incapacité initiale de comprendre, puis à son courage de composer autrement. Elle pensa à Kamza, à Maman Kumba, à Zara, à Moussa, aux apprentis et à tout le monde qui formait cette chaîne. Elle pensa aux rires, aux disputes, aux outils qui claquaient. Elle savait que la route serait longue. Les héritages, outre leur argent, laissaient aussi des ombres. Mais la part laissée par sa mère avait changé la manière dont on pouvait penser la richesse. Non pas comme une fin, mais comme un commencement. Myriam savait désormais que posséder un nom n'était rien en comparaison de la capacité à le rendre utile. Au moment où la nuit posa son voile, elle murmura, pour elle seule, les derniers mots du carnet, comme une prière profane et nécessaire. Là où tu redonnes des outils, tu redonnes la dignité. Et puis elle entra. L'atelier, la cantine et la maison devinrent des segments d'une même histoire. Celle d'une femme qui, rejetée par les manières du monde qu'on lui imposait, trouva dans un carnet la direction d'un héritage qui la dépasse, et choisit de le transformer en pont. Elle n'effaça pas le passé. Elle l'accepta, le transforma, le rendit vivant. Si cette histoire vous a touché, dites-nous. Que feriez-vous à la place de Myriam? Abonnez-vous pour d'autres récits où des vies ordinaires transforment le monde, un geste à la fois.